On quitte à présent l'océan Atlantique pour les plus hauts sommets de l'ex-espace soviétique avec une histoire incroyable que raconte Cédric Gras. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous racontez le destin hors norme de deux frères, les frères Abalakov, deux héros oubliés de l'Union soviétique. Vous en tirez un livre, Alpiniste de Staline. C'est aux éditions Stock. Je précise que vous êtes aussi écrivain, voyageur, géographe, alpiniste et que vous avez dirigé plusieurs alliances françaises de l'ex-espace soviétique. D'abord, peut-être, avant de vous voir en immersion, voir comment vous avez travaillé pour retracer le parcours de ces deux hommes, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit pour les décrire? C'est romanesque. C'est une histoire où la réalité dépasse largement la fiction. C'est pour ça que j'en ai fait une enquête et que j'ai pas voulu, moi, romancer cette histoire. Eh bien, on va en parler plus longuement après. Mais d'abord, donc, on va vous voir en immersion parce que vous avez puisé dans les archives du KGB, les services secrets russes. Vous êtes allé aussi au pic Lénine, au pic Khan Tengri, sur les traces des frères Abalakov. On se retrouve juste après. Votre voyage, il commence comme souvent dans un train. Celui dans lequel on dort pendant des heures et qui traverse l'Orient, les grandes plaines eurasiatiques jusqu'au Kyrgyzstan et les monts Célestes. C'est ici, dans ces montagnes, que vous plantez le décor de votre récit. L'histoire vraie, au début des années 30, de deux destins liés, les frères Abalakov, qui au nom du pouvoir soviétique, ont gravi des sommets. Petit à petit, pas après pas, vous racontez leur épopée avec comme guide de voyage leur journal de bord. Ils étaient alpinistes et explorateurs. Ce sont des héros positifs d'une époque tragique. Des héros romanesques que je veux faire revivre sous ma plume. Un récit jamais raconté, dans un paysage encore aujourd'hui largement méconnu en Occident. Une expédition en particulier retient votre attention, celle du Ratangri, où vous vous rendez, vous aussi. Ça fait plaisir d'arriver ici, de voir le Khan Tengri après tous ces mois de recherche dans les livres, les archives, les bibliothèques. Et c'est cette pyramide-là, avec ses rochers ocre très caractéristiques. C'est la frontière entre le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Chine. C'est pas la première ascension du Khan Tengri, mais en revanche, c'est une ascension de légende, celle de 1936. Une ascension de légende rattrapée par l'époque, autoritaire et sanglante. Dans les mois qui suivèrent, les frères Abalakov seront arrêtés, envoyés au goulag, victimes des purges staliniennes. Et c'est précisément ce croisement entre destin et histoire qui vous a intéressé. Cédric Gras, ce sont d'abord deux orphelins de Sibérie qui s'adonnent à l'escalade. Comment vont-ils arriver à gravir de tels sommets? Ils sont nés au bord d'un fleuve gigantesque en Sibérie qui s'appelle le fleuve Yenisseï. Ouais. Alors tout est plat là-bas, mais dans la taïga, il y avait, comme à Fontainebleau, dans les environs de Paris, des blocs de rochers sur lesquels on commençait à l'époque à faire de la varap. C'est comme ça qu'ils ont découvert la grimpe. Et ensuite, ils sont allés au Caucase. Et puis, c'était le début de l'URSS, alors avec ses drames, mais aussi avec cette nouvelle société qu'on voulait construire. Cette soif de puissance, l'homme nouveau. Oui, ces conquêtes, c'était l'espace, ça sera plus tard, mais la conquête des pôles, les premiers vols transatlantiques, etc. Et l'alpinisme, voilà. Et on les a envoyés, ils ont bénéficié d'expéditions d'État pour aller sur le pic Staline, le pic Karl Marx, le pic Lénine et tous ces noms assez incongrus aujourd'hui. Et à quel prix, puisque ce sont on parle d'exploits, mais c'est très très dur. Il y a des sévères engelures, ils sont marqués physiquement. Ça se passe dans cette géographie qu'on connaît mal, tous ces pays qui finissent en stan, c'est Tadjikistan, Kyrgyzstan. À l'époque, c'était l'URSS. Et ce sont des sommets qui sont à plus de 7000 mètres, ça culmine très très haut, et qui sont plus au nord que l'Himalaya. Donc les conditions sont redoutables. C'est presque comparable climatiquement à des 8000 Himalayens. Ouais. Alors donc, ils vont accomplir ces exploits au nom du régime stalinien et communiste. Pour autant, ils vont subir les foudres même de ce régime. Alors, il faut lire votre livre pour le comprendre. Mais pour celles et ceux qui veulent lire votre livre, esquissez-nous un peu un début de réponse. Il ne faut pas chercher de raison, ni de logique, ni de cohérence. C'était les purges staliniennes. Staline cherchait à terroriser la population pour que plus personne ne lève ne serait-ce que le petit doigt. Voilà. Et donc il faut bien comprendre que ces purges, elles devaient toucher toutes les classes, toutes les couches de la société, pour que tout le monde ait peur de Staline. Et aussi incroyable que ça paraisse, ça a touché aussi les alpinistes qui, politiquement, évidemment, ne semblent pas très dangereux pour le pouvoir, mais voilà, c'est comme ça. Alors, on n'a pas donné leur prénom, Yevgeny Et Vitali Abalakov. Ouais.
l'un d'entre eux va connaître le goulag. Il ne va pas au goulag, il est emprisonné pendant 2 ans à la Loubianka, qui est, enfin, et pas seulement, enfin, dans toutes ces prisons moscovites qui à l'époque accueillaient les prisonniers qui ensuite étaient déportés. Lui, il s'en sort miraculeusement. C'est pour ça que l'histoire continue et que j'ai pu en tirer un. Mais d'ailleurs, en sortant de ce camp, il va se remettre à l'alpinisme. Il se remet à l'alpinisme, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, il paraît qu'il n'était pas très sympathique, hein, il était assez dur, mais c'était une force intérieure qu'il avait en lui-même, une volonté incroyable, et malgré son handicap, parce que, outre son arrestation, il avait aussi des amputations aux mains et aux pieds suite à une tempête en haute altitude, et il a repris avec succès le chemin des cimes. C'est ça qui est incroyable, ce nom, Abalakov, traverse l'URSS du début jusqu'à la fin et il est associé à l'alpinisme en Russie. Vitali est mort en 1986 à l'âge de 80 ans. Son frère, en revanche, Yevgeny, est retrouvé mort en 1948. Il préparait une ascension à l'Everest. Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter cette histoire et selon vous, que symbolise-t-elle ? Moi, j'adore l'alpinisme. Déjà, je le pratique moi-même. Je suis aussi russophone. Je connais bien ces régions. Alors, j'étais content de travailler avec une matière qui m'est familière. Et ce qui m'a fasciné dans leur histoire, c'est justement que se côtoient comme ça les plus hautes altitudes et puis quelque part la grande liberté de l'alpinisme. Comme la petite histoire et la grande histoire aussi. Et puis il y a la grande histoire qui vient en fond. Et avec, ça côtoyait voilà, les purges, les arrestations, les geôles. Donc le drame et le bonheur, les exploits et la terreur stalinienne, ça me paraissait incroyable que tout ça ait pu constituer un destin. Et pourtant, c'est ça qui leur est arrivé. Quelle trace de ces deux frères inséparables en Russie aujourd'hui? Parce que l'histoire est méconnue dans le monde, vous l'exhumez pour nous. Elle est méconnue en Russie aussi, à vrai dire. C'est là-bas que je suis allé rechercher mes sources. Alors aux archives du NKVD, c'est-à-dire les procès politiques, que la Russie a bien voulu m'ouvrir. Mais ce sont aussi des livres que j'ai rachetés chez des bouquinistes, chez des particuliers, des livres qui avaient été publiés à l'époque soviétique, des témoignages de compagnons de cordée ou même les carnets personnels de Yevgeny Abalakov, des journaux d'alpinisme de l'époque, et puis quelques personnes que j'ai pu rencontrer, mais il n'y a pas évidemment beaucoup de gens qui sont encore vivants aujourd'hui et qui les auraient connus. Cédric Gras, alpiniste de Staline Édition Stock, russophone, familier de l'Eurasie. C'est votre 4e livre, il me semble, sur cette région de l'Extrême-Orient russe. Oui, c'est vrai que c'est une région dont je suis heureux de témoigner. Voilà. Et on le voit. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau sur TV5 Monde.